Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir choisi Objectif Gare ce lundi matin. La première question que je souhaitais vous poser, comment vous analysez finalement cet été du côté de la justice? Écoutez, cet été a été bien entendu particulier puisque on a constaté quand même les effets de la fin du confinement et un certain nombre de comportements violents qui étaient assez probablement dus à des frustrations, à des décompensations psychologiques. Et donc nous avons eu énormément d'agressions, que ce soit bien entendu beaucoup de violences conjugales. Alors on en avait déjà eu beaucoup pendant le confinement, 100% d'augmentation par rapport à la même période l'année dernière, mais cela a continué. Donc les violences intrafamiliales, mais aussi beaucoup de violences sur les ascendants, sur les parents et sur les grands-parents. Cette violence s'est perpétuée tout au long de l'été, elle continue. Et d'ailleurs, sur la fin de l'été, c'est surtout une violence sexuelle. Nous sommes confrontés à beaucoup de plaintes pour agression sexuelle, beaucoup de plaintes pour viol, que ce soit des viols hors contexte familial ou en contexte familial. Mais c'est la particularité de la fin de l'été. Et puis bien entendu, la violence liée à la grande criminalité, liée probablement au trafic de stupéfiants, puisque nous avons eu encore malheureusement un règlement de compte et un assassinat, puisqu'un jeune homme a trouvé la mort. C'était une des questions que je souhaitais effectivement vous poser. Est-ce que l'enquête avance concernant effectivement toutes ces séquences de violence qu'il y a eu particulièrement à Nîmes et dans les quartiers populaires de la ville de Nîmes ces derniers mois? Est-ce que l'enquête avance sous fond de trafic de drogue, vous le disiez à l'instant? L'enquête avance bien. Le SRPJ travaille remarquablement bien. Et sans vouloir préjuger bien entendu des résultats de cette enquête, je pense que cette enquête devrait connaître un aboutissement très positif. D'accord, dans les semaines qui viennent, dans les mois? Vous comprendrez bien que je n'en dis pas plus pour préserver bien entendu cette enquête. Un mot sur la sécurité également du tribunal. Il y a quelques mois, un homme a pénétré dans l'enceinte avec une arme. Est-ce que là aussi, des mesures ont été mises en place pour renforcer la sécurité au sein du tribunal? Alors ces mesures appartiennent au premier président de la cour d'appel, qui est le chef d'établissement du site. Il va de soi bien entendu que les dispositifs de sécurité et de sûreté, la sécurité passive et la sécurité active, ont été revus, corrigés, améliorés. On y travaille encore bien entendu en lien avec l'ensemble des agents qui travaillent sur ce site judiciaire. Et dans les semaines ou les mois à venir, il y aura encore des évolutions. L'idée étant que le justiciable, le professionnel du monde judiciaire, les personnels des services judiciaires travaillent en sécurité. Après, malheureusement, on sait tous que la sécurité totale n'existe pas et que face à un individu très déterminé, il y aura toujours malheureusement des failles, mais les autorités compétentes y travaillent. Une autre des sécurités, forcément, elle est dans l'actualité chaque jour, c'est la sécurité sanitaire. Comment va se dérouler la rentrée du tribunal de Nîmes sous fond de Covid-19? Écoutez, pour l'instant, nous sommes en mode de fonctionnement normal. Alors quand je dis normal, c'est-à-dire que tout le monde travaille avec le masque sur la figure. Vous voyez, moi-même, je fais cette interview avec le masque. Donc l'ensemble de nos personnels, les avocats, les greffiers, les juges, travaillent avec le masque. Les justiciables ne peuvent rentrer dans le palais de justice qu'avec le masque. Mais ce qu'on appelle le plan de continuation d'activité, c'est-à-dire la réduction de l'activité, c'était en période de confinement. Et depuis la fin du confinement, nous avons repris un régime normal d'activité. Mais par contre, les 5 premiers mois de l'année nous ont très fortement impactés et il y a bien entendu des stocks, il y a des délais qui sont très importants. Est-ce que le masque sera porté également lors des audiences? Absolument, c'est obligatoire. La norme dit clairement que le masque doit être porté dans les lieux clos. Nous sommes en plus un établissement accueillant du public, donc les audiences se font et se feront avec le masque. J'ai dû rappeler d'ailleurs, pas plus tard que hier, à des magistrats que l'audience se faisait avec le masque et la prise de parole se fait avec le masque. Vous le disiez il y a quelques instants, on se le rappelle, en début d'année 2020, la grève des avocats, puis ensuite le confinement a entraîné forcément du retard dans le traitement du tribunal. Où c'est que nous en sommes aujourd'hui? Est-ce que ce retard a été rattrapé? Est-ce que vous avez des objectifs pour le rattraper d'ici la fin de l'année 2020? Non, le retard ne pourra jamais être rattrapé, on va être très clair. Nous avions anticipé et pris des mesures avec des sas d'oxygénation qui nous permettaient de conserver des plages d'audience, notamment en matière pénale, mais aussi en matière civile, de façon à pouvoir continuer à donner des délais relativement brefs
de jugement pour les affaires les plus importantes, pour les plus significatives. Nous y sommes parvenus. Mais pour tout le reste, que ce soit en matière civile et en matière pénale pour ce qui concerne mon champ de compétences, eh bien, les délais sont là, les stocks sont là. Nous avons procédé à des réorientations de certains dossiers, c'est-à-dire que des dossiers qui auraient dû être jugés, qui ne pourront pas être jugés dans des délais utiles, vont être traités autrement, avec ce qu'on appelle des alternatives aux poursuites. C'est d'ailleurs la volonté du ministre de la Justice. Ça s'inscrit d'ailleurs dans ces nouvelles directives de justice de proximité. Donc nous allons faire autrement, et de toute façon nous n'avons pas le choix. Mais pour être tout à fait clair, aujourd'hui, nous sommes en grande difficulté, car nous avons bien entendu des stocks très importants que nous gérons. Mais les convocations en justice en matière pénale devant le tribunal correctionnel sont actuellement délivrées pour le mois d'octobre 2021. Un mot également parce que le début de l'été a été marqué par un remaniement au sein du gouvernement avec l'arrivée d'un nouveau garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti. Vous le connaissez, vous, à titre personnel, vous avez déjà travaillé avec lui dans des activités précédentes. Et voilà, comment vous imaginez effectivement cette arrivée et ce qui peut avoir comme conséquence, on l'imagine, plutôt positive pour le territoire de Nîmes. Écoutez, Monsieur le ministre était un avocat avec lequel j'ai été amené à intervenir lors d'audiences d'assises et correctionnelles à plus de 30 reprises. Donc nous nous connaissons. Je sais que c'est un homme de conviction, que c'est un homme déterminé, que c'est un homme qui a une vraie réflexion de longue date sur l'institution judiciaire. Et de toute façon, c'est mon ministre. Moi, je suis confiant. Je suis un homme qui fait confiance. Je suis optimiste par nature, et donc il est maintenant aux affaires. Laissons-le développer son projet. Sa nomination a surpris quand même oui. Qu'un avocat aussi connu, médiatique, qui bien évidemment a exercé sur des procès retentissants, soit nommé en tant que garde des Sceaux. Est-ce que vous pensez que ce choix-là d'un homme du réel finalement, puisqu'il vivait aussi le quotidien du tribunal, c'est une bonne nouvelle pour l'avenir de la justice en France? Écoutez, nous verrons. Moi, je n'ai pas à me prononcer. C'est le Premier ministre et le Président de la République qui font le choix des ministres. Je rappelle que l'histoire judiciaire a été marquée par un très grand nombre d'avocats qui sont devenus ministres de la Justice. Il y a eu plus d'avocats, d'ailleurs, qui étaient ministres de la Justice que de magistrats. Les magistrats ont été très, très rares à devenir garde des Sceaux. C'est un homme qui était un homme de terrain, mais c'est aussi un homme de réflexion. C'est un homme qui est... Je ne suis pas son avocat, mais on a bien vu que c'était un homme qui est ouvert sur la cité, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui. De toute façon, moi je suis institutionnellement inscrit dans une relation de loyauté à mon ministre. Bien sûr. C'est mon ministre et il m'appartient maintenant de développer les directives et les politiques qu'il entendra mettre en œuvre. Un dernier mot, plus personnel, puisque vous sortez le 24 septembre prochain un nouvel ouvrage, Portrait de procureur au pluriel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Pourquoi vous avez voulu prendre la plume? Parce que justement les procureurs de la République sont très méconnus et que, en faisant des recherches, j'ai pu constater que lors de tous les grands événements de l'histoire de France, des procureurs étaient là. Et donc j'ai voulu mieux faire connaître au grand public les procureurs de la République. Les procureurs de la République dans la Résistance, on dit souvent qu'un seul magistrat a refusé de prêter serment à Pétain, ce qui est vrai. Mais on oublie tous ceux qui étaient engagés dans la Résistance, qui ont été déportés, torturés. Des grands noms comme Parodi, mais aussi d'autres comme Roland, qui était compagnon de la Libération, comme De Beneste, qui a été déporté en camp de concentration. Je pense aussi à ces procureurs qui ont été de grands écrivains. Et Corneille, on dit que souvent que Corneille était un avocat. Non, c'était un avocat général, c'est-à-dire un magistrat du ministère public. Je pense à ces procureurs qui ont toujours fait usage de leur liberté de parole, comme le procureur Séguier à Toulouse, qui s'était opposé à Napoléon III et qui avait clairement dit à l'audience, alors qu'il avait reçu des instructions du gouvernement impérial de requérir dans un certain sens contre les journaux républicains, il l'a refusé, arguant de sa liberté absolue de parole à l'audience, puis il a démissionné. Je pense à ces procureurs comme André Dupin, qui ont milité pour l'abolition de l'esclavage et qui ont fait évoluer la jurisprudence de la Cour de cassation pour faire reconnaître les droits des esclaves et, in fine, bien entendu, leur liberté. Je pense à ces procureurs qui aussi ont les côtés noirs, qui ont été des préfets judiciaires, qui ont été totalement soumis au pouvoir exécutif et notamment à ce procureur général
qui avait rédigé la loi sur les sections spéciales. Ah oui. Voilà. Donc les procureurs ont été partout. Donc des portraits multiples qui sera à découvrir à partir du 24 septembre, c'est ça, dans toutes les bonnes librairies? C'est Absolument. comme ça qu'on dit? C'est comme ça qu'on dit. Merci Éric Morel, merci monsieur le procureur d'avoir été avec nous ce matin Merci sur à Objectif vous. Gare. Merci à vous.